les Doodle Software. Avant toute chose, en fait, je vais poser la question inverse, qui ne connaît pas Coveo ici? Une personne, excellent. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis technique de la plateforme cloud chez Coveo. Coveo, dans le fond, c'est une entreprise de Québec. Dans le fond, on fait une entreprise de recherche, on fait de la recherche pour l'entreprise. Dans le fond, c'est comme un peu Google, mais pour les entreprises. Fait qu'on indexe beaucoup de contenu, on fait du machine learning là-dessus, après ça, les gens peuvent chercher, peuvent trouver des résultats, et les résultats s'adaptent automatiquement en fonction de ce que les gens ont cherché. Disons, depuis quelques années, récemment, on a accéléré la transition vers le cloud. Donc, on est vraiment cloud first, quasiment cloud only, de plus en plus. Et c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui de Ivy et de Doodle Software. Qui a déjà travaillé et touché au cloud? Bon. Quand même, c'est bon. Sinon, vous allez apprendre, c'est quoi? Sinon, c'est ça, comme je disais dans mes temps libres, j'enseigne à Laval, je sais que c'est pas aussi bon et prestigieux que Sherbrooke. Pour moi, je m'achète des applaudissements, mais dans le fond, en ce moment, je donne développement d'applications web, introduction au développement d'applications web à Laval, fait qu'on fait du JavaScript, du CSS, le monde haïsse le CSS, mais aime quand même le code. Puis, à partir de cet hiver, on donne aussi la suite du cours, qui va être développement d'applications web avancées, donc l'original, puis, ça va être beaucoup sur le cloud, etc. Donc, faire une application web complète. Fait que je m'y connais quand même un petit peu. Puis, c'est ça, je m'occupe de la plateforme cloud. Et j'ai d'ailleurs la chance d'avoir Emile, je travaille avec mon stagiaire en ce moment. Fait que ce que j'ai dit à Emile, c'est que si tu as des points d'interrogation dans les yeux durant la présentation, il y a un problème. Fait que, un petit mot, Coveo. Coveo, dans le fond, on utilise beaucoup d'infrastructures on-premise. Sauf hier. Hier, on a eu de la misère. Ce qui n'a pas été le plus dur, c'est pas le fait d'avoir eu de la misère hier, c'est le fait d'avoir appris ce matin que c'était à cause des taux de start. Ça, ça a été là. Ce système, on utilise beaucoup Amazon Web Services pour servir certains de ces noms-là, certains clients, d'autres clients. On parle d'Adobe, on parle de Logitech, VMware. Adobe qui est quand même, dans le fond, si vous allez sur le site d'Adobe, Photoshop et compagnie. Photoshop, c'est toujours plaisant. Les heures du midi, quand vous voulez photoshopper la face non. C'est quand même le 90e site en importance sur le web. Donc, on s'entend que c'est des millions de visites par jour. Et la page de recherche, la recherche sur le site d'Adobe, c'est nous autres qui la parlons. Même chose sur Salesforce, même chose sur le site de support de Logitech, le site de support de VMware. Donc, c'est énormément de clients et c'est énormément de data. C'est surtout ça qui est énorme. Et c'est ça, en dessous, on roule sur l'entreprise. Ça, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est bien beau. Le cloud, c'est le fun avec ça, parce que le cloud, tout le monde sait que ah oui, le cloud, c'est malade, mais c'est comme un peu intangible. Tu sais, le cloud, tant que tu n'as pas été dans l'environnement de production, c'est comme, ah, c'est là, puis ça roule, puis ça fait la magie. C'est comme en vie, tant mieux. Mais en dessous de ça, il y a vraiment une infrastructure qui vit pour vrai. Et quand on parle de l'autre, on parle de trucs comme, il y a des dizaines d'hommes, plus des organisations, en fait, c'est des clients. Donc, il y a des dizaines de clients qui se rajoutent par jour. On parle qu'on n'a pas le droit d'avoir aucun impact. Donc, autrement dit, quand on déploie des mises à jour, on est très agressif dans les contrats, on n'a pas le droit de déployer des mises à jour qui font un downtime. Donc, le service doit toujours, disons, 99,9% d'uptime. On s'entend aussi que, justement, on a peut-être le droit, je pense, dans les contrats, on a le droit, mettons, dans 4 heures par année, même si jamais il y a un major problème. Quand on dit down, c'est vraiment le surge ne marche plus. Fait que c'est extrêmement agressif. Mais pendant ce temps-là, on se fait pousser énormément de choses. Donc, mettons, quand je parle des UA, c'est qu'on a une composante de Usage Analytics. Usage Analytics, c'est dans le fond ce qu'on récolte, ce que les clients font avec leurs données. On parle de plus de 1 million, d'events par jour. Et ça grossit tout le temps. Un autre exemple, c'est que, mettons, on a un concept aussi de push API. Push API, c'est que tu peux pousser des documents à la plateforme pour qu'elle les indexe. La semaine passée, c'est nouveau, la semaine passée, on recevait à peu près 300 000 documents par semaine. Puis cette semaine, on s'est rendu compte que maintenant, on en recevait 1 million par semaine. Ça arrive aussi, j'en sais pas. Comme c'est pas le même, c'est long. J'espère que ça ne dit pas ça, mais c'est vraiment intense. Puis on reçoit des pics, des fois, justement, de louer, on reçoit maintenant des pics de 1500 événements à la minute. Puis même, on a eu des genre de, pas de mini DDoS, mais des clients qui sont énervés un peu. Puis on a eu des clients qui faisaient sur la plateforme cloud des queries
à l'ordre de 400 QPS, donc 400 queries par seconde. Donc on s'entend que ça, c'était pas le fun. Mais on s'entend que c'est beaucoup de load, beaucoup de données qui rentrent. Puis durant tout ça, on doit toujours offrir le service. Le service doit toujours être là. Et en même temps, ce qui est tough là-dedans, c'est que bon, c'est pas évidemment une seule pauvre machine qui se fait bombarder. Si c'était ça, c'est trop facile. C'est énormément de machines, énormément de serveurs. Fait comment qu'on fait pour, si je veux parler aujourd'hui, c'est comment qu'on fait pour que ça ne plante pas jamais. Bon, des fois ça. C'est vrai. Je vous invite, il y a beaucoup de ma présentation qui est basée sur 12 Factor App. Est-ce qu'il y en a qui connaissent 12 Factor App? Alright, quelques personnes. J'ai su. C'est moi qui ton frère, sinon je vais shooter. Tu n'es pas responsable de ton frère. Ton frère travaille pas. On lui a montré Québec parce qu'il est de Montréal, puis il était comme je peux me promener le soir sans me faire attaquer dans les rues, c'était mal. Toi, Factor, je vous invite vraiment à aller lire ça. C'est 12 principes de développement, dans le fond. C'est vraiment des principes de développement un peu généraux. Il y en a des un peu plus généraux que d'autres, mais c'est vraiment bon comment avoir une infrastructure qui tient la route. Je vous invite à aller lire ça aussi, inspiré de ça. Ça, c'est le grand principe qui dit tout. C'est Werner Vogel, j'ai aucune idée comment dire son nom. Mettons Werner Vogel, j'ai l'impression de vomir quand je le dis, mais mettons c'est qui est CTO d'Amazon, qui est quand même le site, là, dans le fond, CTO du site de shopping que tout le monde achète des PS4 et se fait rembourser médical. Qui a dit ça, et c'est pas, comment dire ça compte, c'est pas everything can fail all the time. Il n'y a pas de can, c'est everything fail all the time. Il y a toujours des choses qui plantent, partout dans votre système. Et plus vous avez une infrastructure distribuée, plus vous avez des machines, des communications entre les serveurs, etc., tout peut planter, maintenant. Puis vous n'avez pas à guider à quel point tout peut lâcher. Que ce soit un disque d'une machine, une communication qui ne se rend pas, un timeout, un problème de concurrence, un ici, un ça, tout plante tout le temps. Puis c'est utopique de développer du software en se disant « Ah ouais, mon code, là, ça marche. » Non, c'est pas une raison pour développer n'importe quoi, évidemment, mais ça va toujours prendre. Et le cloud est vraiment un défi pour ça. Pour ceux qui ont développé dans le cloud, tu as de plus en plus de communication, tu as de plus en plus de services qui se parlent entre eux, de plus en plus, j'ai une BD là, j'ai une cache là, j'ai genre un S3, S3 là, j'ai genre 1 million d'affaires qui se parlent. Qu'est-ce qui se passe si dans la chaîne, il y en a un qui s'aide pas, qui se sombrait? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment difficile, mais il y a des bonnes choses. Ceci dit, la prémisse, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez jamais rien assumer. Vous ne pouvez jamais assumer que quelque chose, le service que vous essayez de parler va être là. Qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas là? Vous devez toujours y penser. Ce gars-là a dit une bonne chose. C'est là-dessus qu'on va se baser. Comment on fait? Si on se dit, OK, tout peut planter, on assume, quand on dit tout peut planter, on assume que votre code, quand même, c'est la réponse. On s'assure que dans la majorité du temps, votre code va rouler et il n'y aura pas de problème. On s'entend, on parle vraiment des edge cases. Mais les edge cases, il y en a vraiment beaucoup. Le principe de base, design for failure. Votre design, votre architecture logicielle doit être pensée en fonction du fait que ça va planter et non pas en fonction du fait que ça marche. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça pareil. Dans la vraie vie, j'ai mis là des exemples. Des problèmes de network, comme hier. Hier, c'était un peu. Mais des problèmes de network, il y en a tout le temps. Et Amazon, c'est garanti, offre un service, c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Moi, j'ai une BD. Des fois, pour une raison X temporaire ou je ne suis pas capable d'y parler. Qu'est-ce qui arrive? Des fois, c'est ça. J'ai genre, mettons, j'ai besoin là, faire un call à un autre service. J'ai 2 services. J'ai besoin de faire un call, mettons, je sais pas, à Pierre de Twitter. Twitter ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Les exceptions, il va y avoir des exceptions dans votre cas. Et les services que vous utilisez vont lancer des exceptions. Et c'est très possible qu'Amazon soit ne réponde pas. Quand je dis répond pas, c'est ça time, donc le call prend du temps. Mais c'est très possible aussi qu'il vous retourne une erreur. Pas une erreur que vous avez prévue, une runtime, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, puis là, si on ne veut pas non plus commencer à mettre des try-catch partout dans le code, try-catch exception, try-catch everything. Pour ceux qui ont fait C++, mettons, catch 3 petits points everywhere. On s'entend. C'est pas ça le but, mais quand même. Dès que vous touchez un morceau qui n'est pas le vôtre, ou dès qu'il y a des morceaux qui se dirigent sur différentes machines, qui se parlent, c'est possible qu'elles lancent des exceptions.
La latence. La latence. Un call prend du temps. C'est long. Si le gars, c'est son vrai syndical, ça ne tente pas de vous répondre. C'est possible, c'est très possible. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de concurrence. On s'entend là, mettons chez Coveo, on développe une plateforme cloud, c'est des services Java. Okay. La plateforme cloud, en tant que telle, c'est 10 services Java. Okay. Non, 8, excusez, 8 services Java. 8 services Java, puis il y a 3 ce qu'on appelle des front-end, il y en a 3 en prod. Donc, autrement dit, c'est 8 fois 3, donc 24 services. Et son load balancing et compagnie. Ceci dit, c'est que quand tu as 3 instances du même service qui roulent sur 3 machines différentes, ben les 3 peuvent des fois essayer de faire la même affaire en même temps. Puis c'est pas ça qu'on veut, mais ça peut arriver quand même dans votre design. Comment vous faites pour pas vous autopiler ces pieds? Puis il y a des pics, finalement. Comme je disais, on a un client qui est arrivé et qui a fait genre une manip, genre while 1 appelle la plateforme. C'est ça, il a demandé qu'est-ce que tu as fait. Je sais pas, c'est comme ça. Ça s'est mis à envoyer 400 QB. Plugger mon toaster, je sais pas. Vous allez avoir des pics. Si on s'entend, il y a des périodes. Quand l'Inde se réveille le matin, quand la nuit, quand les autres se réveillent le matin, il y a un pic. Quand genre la Chine, mettons, on a moins de clients là-bas, mais quand même, tu sais, quand mettons, je sais pas, le monde arrive à l'endroit à San Francisco, le client à ce moment-là, qui est 3 heures de décalage. Il y a un pic. Vous devez survivre au pic aussi. C'est pas constant. Là. Le push API, c'est le meilleur exemple. Le monde n'envoie pas des documents. Je vais envoyer un document tout le temps. Non, c'est là, je fais rien la journée, puis là, mettons, évidemment, c'est tout le temps le vendredi soir. Je vais t'envoyer 300 000 documents d'une shot. Genre, tu sais, bouffe ça. Puis, tu sais, le vendredi soir vraiment plaisant. C'est ça que vous voulez. Vous voulez avoir un vendredi soir vraiment plaisant. Pas être genre, shit, tu es en train de casser parce que quelqu'un me pousse soudainement pour plus de données. Donc, vous devez survivre à ça. Ça fait sens? OK. Si vous avez des questions, hein, vous m'interrompez. Puis je vais juger si c'est une bonne question ou pas. Six principes. À redondance, éviter tout ce qui est state. Handler les exceptions, ça c'est un peu niaiseux, mais on va voir que c'est aussi simple. Avoir un plan, un fallback plan. Déploiement facile et l'asynchrone est meilleur que le synchrone. Là, c'est facile. Redondance. Alright. Ça, c'est le scénario le plus simple, à gauche. Bon, j'ai vraiment pris du temps à faire ce diagramme-là, c'est incroyable. Vous avez un client, ça, puis là, on s'entend les boîtes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une machine d'une DB. Okay? C'est le service le plus simple, l'application web la plus simple possible. Une machine d'une DB. Okay? Bon. Qu'est-ce qui se passe si la machine. D'Amazon, je vous dis, c'est pas vous qui contrôlez la machine, c'est pas votre serveur. Ça se peut très bien, la machine. Tu sais, je mets un gros X sur la flèche qu'il y a là, dans le petit bonhomme. Le petit bonhomme, terminé. Ah là, c'est fini, vous n'avez plus de service. C'est tout, il n'y a rien à faire. Puis là, vous devez, comme. Tu sais, évidemment, là, vous pouvez être plein de bonne volonté, devoir tout de suite avoir une alerte, genre, non, mon service est down, je vais le redémarrer, puis tout. Vous venez d'avoir un downtime. Vous venez, genre, c'est terminé, là, votre machine est morte. Puis des fois, vous ne pouvez même pas la récupérer. C'est possible que la machine crash, le serveur chez Amazon, mettons, le disque dur, c'est la machine a sauté. C'est des règles de serveur chez Amazon, le disque dur est mort. C'est fini. Vous avez plus de service. Ça, c'est le cas le plus simple. Évidemment, c'est juste une machine avec une BD. Mais vous pouvez avoir, mettons, une machine, une BD, une cache. Une machine, mettons, un Redis. Une machine, une BD, une queue. Ah, ben là, qu'est-ce qui se passe si j'ai juste une instance du morceau en question qui tombe, c'est terminé. Aujourd'hui, avec la techno, c'est vraiment facile de faire de la redondance. Honnêtement, c'est vraiment facile. Ici, le petit diagramme qu'il y a là, que j'ai vraiment travaillé encore plus fort. Qu'est-ce qu'on a ici en avant, c'est ce qu'on appelle un EL2. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, un EL2? Elastic Load Balancer. Ben là, vous le savez. C'est que vous avez en avant un proxy. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un proxy en avant de différentes machines. Un proxy, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un serveur, nous autres, dans le cas, par exemple, c'est un serveur Java. Vous avez une instance de proxy qui sert à rater les requests aux autres services. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client parle au proxy. Puis des instances de proxy, il y en a plusieurs. Vous avez plusieurs instances de proxy. Le client arrive, parle au proxy. Il ne sait pas lui à qui je parle. Donc, il parle à plateforme.cloud.com.com. Il s'en fout pas mal. En dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un proxy en avant ou un LB. En fait, souvent, vous allez avoir un LB, des proxys et des services.
Donc, vous parlez de LB, lui, distribue la charge automatiquement. Il va dire, OK, en fonction de la charge de soldat qui est là, puis tout, je vais dire, hey, parle à ce proxy-là. Le proxy lui dit, OK, ben, tu veux parler à l'endroit, disons, où ce que tu veux avoir. Et sur tel service, OK, vous là, une instance du service. Et vous avez plusieurs machines pour chacun des services. Mais, ils parlent tous quand même à la même BD. Parce que, je vous le dis, avoir plusieurs instances de BD, ça, c'est un peu challenge. Ça, c'est vraiment très bien. Par contre, ça nous assure que le plus vous en avez, évidemment, le plus vous en avez, le plus ça coûte cher. Fait il y a une balance à avoir. Tu sais, par exemple, nous, comme on disait, les plateformes, en tant que tel, on en a trois. Qu'est-ce qui se passe? C'est s'il y en a une des trois qui meurt, ben, les deux autres continuent à répondre. Puis c'est beaucoup plus grave que ça. Là, c'est sûr que si vous en avez deux qui meurent, ben, vous avez, tu sais, quelles sont les chances qu'il y en ait trois qui meurent versus une? Bon, un peu plus faible. Ceci dit, c'est sûr que dans le worst case scénario, vous pouvez avoir trois machines qui shut down en même temps. Là, c'est sûr que vous êtes mort, mais on s'entend qu'on diminue les chances de beaucoup. Et quand il y en a une qui meurt, ben, ce qui est le fun, c'est que ça vous donne potentiellement la chance d'en rebooter une autre entre-temps pour l'ajouter dans le LB, pour l'ajouter genre sur le trafic, puis redevenir avec la même répartition de charge que vous avez. Par contre, comme j'ai dit, il y a une seule BD. Qu'est-ce qui se passe avec la BD? Avoir plusieurs databases, plusieurs endroits où stocker le data, c'est vraiment compliqué. Parce que vous devez synchroniser les databases ensemble. Qu'est-ce qui se passe si un service, par exemple, une instance de une des machines, une instance du service, vous faites des queries de ce service. Lui save dans la database. Ensuite, il y a une autre query qui rentre. Il dit, OK, dans cette machine-là, c'est l'autre machine. L'autre machine, mettons, elle décide qu'elle parle à l'autre database. Les deux, ils n'ont peut-être pas la même affaire. Là, vous faites quoi? Il y en a un qui répond à une affaire, puis l'autre répond à une autre affaire. Donc, tu sais, pour un client, c'est complètement incohérent. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Soit vous faites de la synchronisation de vos databases, ce qui est touché, ou vous assurez que vous avez une database high level. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, pourquoi on utilise Amazon, nous, c'est qu'Amazon offre ses services. Offre, mettons, tu dis, je veux une database, ben, il t'en spare une, puis il s'assure, lui, en dessous, qu'elle est toujours là. Toujours. Alors, versus, vous pourriez vous monter votre propre database sur votre serveur, puis le laisser là, puis genre, oh, regarde, j'ai une database à monter, puis c'est fini. Mais, vous êtes exposé au fait que ça marche. Donc, c'est le plus vous pouvez tirer profit des services hostés, comme Amazon, comme Azure, comme Google Cloud maintenant, le plus facile ça va être. Et ça pour toutes les ressources dont vous dépendez. Je parle de database, ça peut être une cache, ça peut être genre Amazon le offre tout, donc ils vendent tout. Tous les services sont là. Nous autres, on utilise beaucoup, par exemple, S3, on utilise beaucoup RDS pour les databases, on utilise les bouts qui utilisent Dynamo. Mais vous assurez que Amazon, par contrat, vous garantit cette uptime-là que vous ne pouvez pas atteindre de toute façon si vous l'offrez vous-même. Make sense? Aussi, ça, cette petite ligne-là est importante, mais elle est tough à atteindre. Quand vous déployez, parce qu'un des gros challenges, c'est pas si vous déployez une fois votre service, puis il roule, ça va pas bien. Ça, après ça, mettons, vous ne faites jamais mise à jour. C'est comme j'ai codé mon soft, il est parfait. Voilà, je ne l'updaterai plus jamais. Bon, c'est ça. Le problème, c'est que dans la vraie vie, dans la vraie vie, des fois, on code des bugs, on fait des nouvelles features. Fait que là, vous voulez déployer. Vous voulez avoir des nouvelles instances. Pour les nouvelles machines, c'est quand même relativement simple. Si maintenant vous avez une nouvelle instance de code, et vous déployez une nouvelle machine qui roule le code, qui n'a pas encore le trafic dessus, vous attendez qu'elle soit là, et ensuite vous switchez le trafic. Puis ça, c'est vraiment avec un LB, c'est vraiment facile à faire. Vous dites, OK, en ce moment, ils sont tous là-dessus, mes deux nouvelles machines sont prêtes, je switch le trafic, les nouvelles machines répondent, puis ensuite les anciennes vont faire. Donc ça, c'est quand même facile de swapper au niveau d'un déploiement. Le problème, c'est la BD. C'est la BD, si vous voulez rester highly available, ça veut dire que la communication à la BD, quand vous avez des nouvelles machines et des anciennes machines, ne doit pas prendre. Ça veut dire que le nouveau code et l'ancien doivent fonctionner sur la même BD. Et ça, c'est vraiment tough. Honnêtement, c'est vraiment pas facile. Parce que ça veut dire, maintenant, vous avez besoin d'une nouvelle feature. Ça, c'est pas grave. Ça va créer une nouvelle table, ça va créer des nouvelles entrées. C'est pas nécessairement grave. Vous voulez modifier une feature existante. Là, c'est touch. Parce que votre nouveau service va s'attendre à avoir des données dans un certain format.
L'ancien CMS qui déroule encore tout à fait. Il va s'attendre à, lui, l'autre format qui était avant. Comment vous faites pour gérer les deux en même temps sans tomber, en restant à un niveau. Ça veut dire que, de un, no breaking change, never, jamais de changement breaking. Vous ne pouvez pas, ça c'est difficile de coder comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas coder des choses qui changent radicalement la façon de faire. Il faut le faire de manière itérative. Autrement dit, vous déployez une version du service qui a le nouveau code mais qui n'est pas utilisé, ou vous faites une table temporaire, ou vous après ça, mettons, vous déployez une version qui modifie le code, ensuite vous déployez une version qui n'utilise plus, mettons, l'ancien schéma de données. Il faut le faire vraiment en étapes. Et ça vous permet d'assurer justement un déploiement sans jamais avoir de downtime, mais c'est pas facile à faire. Puis ça fait aussi que vous allez avoir du code, vous allez écrire du code qui potentiellement va être appelé à disparaître tout de suite à la prochaine release. Mais au moins pendant ce temps-là, mettons, vous avez un if, si c'était le format fait ça, si c'était l'autre format fait ça, il va disparaître tout de suite ce code-là, mais vous assurez de pouvoir déployer sans aucun impact pour le client, sans aucun problème. Ça a l'air facile, là, faire ça, c'est un if. C'est pas ça. Voilà. Make sense niveau redondance? Ouais. C'est intéressant. Cool. Ouais. Great stuff. OK. Le state. Le state, c'est de la merde. Il y a qui risque de state de merde. Non, on va du state, quand je dis state, ça veut dire ce qui représente l'état de votre système. Autrement dit, nous autres, on a des organisations. Bon, ben, tu sais, il y a un endroit, une organisation, dans le fond, c'est l'ordre du client, c'est de l'entrée du client. C'est comme la compte. Mais si on mettons l'organisation, insérée dans des lignes. Bon. Alright, facile. Ça, c'est aussi simple. Quand vous voulez, je vais chercher mon organisation, je vous dis à BD, je vous fais une query à BD, de mon organisation, et that's it. Mettons là que je décide, oui, je vais faire une cache en-dessus parce que j'aimerais ça que ça soit plus rapide. Ça veut dire que si tu queries, tu prends la cache. Alright, c'est facile. C'est même facile. Si tu déploies ça, mais là, mettons que les entrées dans ma cache et les entrées dans BD, c'est pas exactement la même chose. Mettons que, je sais pas, la cache, genre, changer de forme de données, ou something. Pendant un court instant, ce qu'il y a dans la cache, c'est pas la vraie vie. Où il y a des services qui font des modifications par en dessous à votre organisation. Et quand le gars query, il pogne la cache. Ah, là, ça devient chiant. Parce que là, vous pouvez avoir potentiellement des trucs qui se corrompent. Puis évidemment, les trucs qui se corrompent font que ça va trouver des exceptions, puis ça peut faire planter. Bon, là, vous allez dire, je vais faire un track cache. C'est ça que je parle par state. C'est ce qui représente l'état de votre application. C'est ce qui représente, dans le fond, quand le gars fait une query à la plateforme cloud, il dit, moi, je veux telle affaire. La meat, la viande, la chose qu'il veut, elle est où? Et quand je dis c'était ça, c'est tellement. Je veux pas dire, faites l'impression pas de BD, tout en même temps. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je dis, c'est que le state doit être dans un seul endroit. C'est ça qui est important. Donc, duplicate state. Si vous avez un endroit où votre state est géré, un endroit où vos données sont sauvegardées, souvent ce qui est dans la database, des fois ça peut être en cache, ça fait que le client il n'y a pas de genre de problème de cohérence ou de duplication. Donc ça, c'est super important. Pardon. Et immutabilité, si vous avez des objets, mettons des objets statiques ou des trucs de genre qui sont immuables. Parce qu'on a déjà eu des problèmes, nous autres, qu'on est arrivés et on avait des trucs qui n'étaient pas immuables, mais là, ça fait que quelqu'un, mettons, modifie quoi de statique. C'est arrivé une année, puis ça, c'était vraiment un problème. On avait un objet statique, il y avait comme une liste de références. Quelqu'un est arrivé pour modifier l'objet statique. En fait, on modifie l'objet statique, puis là, tout le monde s'est mis à query le nouvel objet qui n'était pas censé être modifié, mais qui a été modifié parce que la liste n'était pas immutable. Puis là, ça a tout fait péter parce que c'était, en plus, une partie relativement importante. Fait que là, c'était une liste de privilèges. Fait que là, quelqu'un qui allait modifier, puis il y avait une liste vide. Fait que là, tout le monde queryait, mais elle n'avait plus le droit de les voir. Voilà. Donc, le state, ça va faire ça, mais dans une grosse application web, du state, vous en avez beaucoup. Vous avez du state qui est volatile, puis vous avez du state qui ne l'est pas. Du state volatile, c'est genre des statuts. Tu sais, le statut de quelque chose. Le statut de quelque chose, c'est censé être quelque chose qui se fait computer. Autrement dit, c'est pas censé être scellé dans une BD.
Parce que c'est volatile. Je veux dire, mettons que ça expire, c'est pas grave, ça peut se computer. Tu sais, souvent, ce qu'on va faire, nous autres, on utilise Redis beaucoup pour les caches, mais pour les statuts. On ne save pas de statuts dans les. Ce qui arrive, c'est que si l'entrée n'est pas là, bien, on fait un get sur Redis, si l'entrée n'est pas là, on leur compute on le fait, on l'emmène à Redis. Puis si Redis meurt, ben, c'est pas grave. Tu sais, pas grave, tu peux leur computer. Mais si ce qui est important, si mettons je fais les organisations dans Redis, ben, est-ce que je peux pas computer ça? Si je passe ce data-là, c'est fini. C'est terminé, je ne peux pas générer cette data-là. Donc, c'est super important de faire la différence entre ce qui est volatile et ce qui ne l'est pas. Puis là, bon, il y a toujours après ça, il y a des fois des statuts qui, là, il y a des fois des use cases qui arrivent, là, quelqu'un dit, ah oui, ce statut-là, on pourrait le mettre là-dedans, mais il ne faudrait pas qu'il expire. Ça, c'est parce que tu as un problème dans ton design. Parce que si tu dépends d'un statut qui ne devrait pas expirer et qui n'est pas recomputé, c'est comme du state, c'est mal. C'est comme c'est un bâtiment. Quelqu'un qui dit, OK, j'ai besoin de ce statut-là, mais genre, il faudrait vraiment que tu le saves, tu le persistes. Tu sais, ça devrait être une entrée dans BD, ça devrait être genre une propriété de l'objet, sais-tu? Ou bien, ça veut dire que j'ai absolument besoin de quelque chose sur les refresh, c'est pas grave, je peux avoir absolument besoin de quelque chose sur les refresh, mais tu sais, ça commence à devenir plus grave. On avait une question. Oui, c'est quoi un exemple concret? C'est une bonne question. On a, mettons, nous autres, on a des index, évidemment, un camp. Le statut de ton index. Il est-tu running, il est-tu mort, il est-tu genre online, offline, whatever, tu sais. Puis, ça, c'est un très bon exemple, parce qu'on a eu ce problème-là, ce que je parle, c'est que le search, mettons, le search, il demande à ton nom, il dit, c'est que ton index est dans quel état. Tu sais, pour savoir, parfois, tu peux avoir plusieurs index sur une même organisation. Puis, il dit, donne-moi les index qui sont online. Okay. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, la propriété comme online, offline, online, ça veut dire qu'il est queryable, mais tu sais, tu peux avoir des index offline, dans le fond, qui sont là, mais qui, dans le fond, c'est pas avoir de query dessus, mais plus évident. Au début, c'était dans le statut. Qui est volatile, qui expire rapidement. Fait que ça, je demandais, genre, dire, donne-moi ton statut, c'est-tu problème? T'es-tu online? Et on a eu un fuck à un moment donné avec Redis, justement. On a eu un fuck de déploiement, puis les trucs qui update les statuts, dans le fond, c'est une grande job qui update les statuts, elle l'a pas update. C'est sneaky comme problème en plus, parce que tu le sais juste dans une heure. Tu sais? Fait que, une heure après, la search est tombée pour moi. Là, t'es comme, what the hell? Tu sais, je vais voir dans l'index là, tout est beau. Tu sais, qu'est-ce que je pense? Tout a l'air. Mais en fait, c'est que, justement, vu que le search puis le statut, il y avait plus de statut, fait qu'on faisait, OK, je ne sais pas, mais j'ai pas d'index. Fait genre, je peux pas. Et là, ce qu'on a fait en place, c'est qu'on s'est dit, OK, le is online, offline, on ne mettra pas le statut, on va le mettre sur l'index. C'est sur une propriété dans la database. Il est online, offline. Fait que là, le search, en ce moment, il ping ça. Ça, tu as toujours la vérité, c'est dans BD, c'est comme ton multi source de vérité. Fait que Redis tombe, la grande job arrête, tu m'en sac. Si la vérité est là. Ça, c'est un exemple. Bonne question. Bonus. Make sense? D'autres questions? Ouais. Et aussi, oui, pensée distribuée. Pensée distribuée, ça veut dire, il y en a beaucoup souvent qui vont dire, tu sais, quand tu codes, je me code mon petite application Windows Phone, parce que je suis vraiment old school. Windows Phone, je trouve ça cool. Ou en Java Swing, t'en comprends? Là, vous dites, ah oui, je vais faire une cache. Là, je vais faire une cache, puis je vais mettre ça en RAM. Mettre ça dans une liste. Tu sais, genre, comme ça, le monde n'a pas besoin de ça. Ça, dans le cloud, ça marche pas. Évidemment. Ça marche pas parce que tu as juste un service, tu as juste plusieurs machines. Tu n'en as pas juste une. Tu as juste une machine qui a potentiellement ses données en cache. Tu dois répondre vite. Mais mettons que le LB pogne les autres. Mettons le LB, il dit, OK, il va faire la machine 1, il va faire la machine 2. Fait que la machine 2, puis elle n'a pas ces trucs-là en RAM. Fait que là, ça va rien. On a comme l'idée. Fait que là, ça va être lent, ça va être vite, ça va être lent, ça va être vite, ça va être vraiment. C'est pas. Si tu as pas nécessairement dans le time, mais ça va être assez bizarre pour nous agir. Puis aussi, si tu butes cette machine-là, si tu butes, mettons la machine, bien toutes les données de ta RAM sont perdues. Évidemment. Fait que, pour ça qu'on utilise Redis, je le mentionne tout le temps. OK, bon, ça va faire ça. Redis, technologie de cache distribuée, c'est vraiment important. Dans le fond, c'est que vous avez une instance d'un Redis, vous avez un cluster Redis qui a plusieurs nodes dedans, donc qui est un niveau de bord. Et c'est simplement qui store. Vous dites, hey, essaye-moi ça avec telle clé, ou get-moi ça avec telle clé, ou puis vous pouvez lui mettre un temps d'expiration. Aussi simple que ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que toutes les plateformes, toutes les instances de plateforme
ping le même. Qui est, lui, répliqué. Donc, ce qui arrive, c'est que là, c'est comme toutes les plateformes, on va se demander quelque chose qui est en cache, on va le. Là, si quelqu'un le met dans Redis, ben, l'autre va le ramasser. Fait que, vous êtes tout le temps sûr d'avoir les mêmes données au travers de vos différentes plateformes. Puis Redis, en plus, ce qui est le fun, c'est incroyablement, tu peux vraiment violenter Redis. C'est comme ça, ça se fait c'est assez impressionnant en termes de niveau de requête que tu peux avoir en même temps. Ça répond tout le temps à la même face. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Node.js? Ouais, quelques personnes. À niveau de performance des requêtes, c'est à peu près dans le même genre de assez fast. C'est très cool. Okay, on utilisait Memcache avant, mais c'est moins bon. Make sense pour le slide? Cool. Il y a personne qui s'est endormi. Ça, c'est nice. Dans mes cours de web, des fois. Ouais. Le bout où on parle des erreurs codes d'HTTP, c'est quand même right. Les exceptions. Les exceptions, ça va arriver de partout, tout le temps, peu importe. Il y a tout le temps des exceptions. Les exceptions, des fois, te marrent. Je m'excuse des expressions, mais tu sais, les exceptions, t'es comme, mais pourquoi? Fait que c'est vraiment, c'est difficile, ce que je trouve. Moi, je suis un gros fan d'acheter ça de chien. J'aime ça, faire des trucs très, tu sais, j'aime ça modeler des trucs. Puis là, les exceptions, là, t'es comme, t'as le plus bel algo du monde, tu sais, la plus belle fonction. Puis là, t'es comme, il faut le mettre à catch. Puis là, c'est genre, ça devient tout dégueu. Puis là, t'as des exceptions différentes. Mettons, tu parles d'un service. Puis là, le service peut te lancer une runtime, il peut te lancer genre un client-side, un server-side, un ci, un ça. Puis là, t'as pas de ça différemment. Puis tu sais, tu veux pas bloater ton code pour amener des exceptions, et t'as pas le choix. Fait qu'il y a des moyens de faire ça, plus il y a des gens. Ce qui est important à souvenir, par contre, c'est exception, ce qu'on appelle un every interaction ou every service. Tu parles dans ton code ici, tu as une ligne de code qui dit my service x point do something, ça peut troller. Et ça peut troller. En Java, tu as l'avantage et le désavantage en même temps d'avoir les check exceptions. Check exception, ça dit que ça va trouver ça, le désavantage, c'est que tu vas le drainer partout. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui font du Java 8? Est-ce qu'il y en a qui sont souvent butés au lambda et au check exception? C'est vraiment. C'était mon run. Ce qui est important, c'est ça. C'est pas nécessairement, tu sais, oui, ça peut trouver des exceptions. Le service va dire, OK, mettons, j'essaie d'accéder, je sais pas, à une version de quelque chose qui n'existe pas. Là, évidemment, ça va trouver. C'est assez obvious que ça va trouver. Tu sais, ça va dire. Bon, dans le cas d'Amazon, ça va juste dire Amazon Exception. Merci. Vraiment, là, ça m'aide. Mais même si ça n'a aucune check exception, même si ça dit pas que ça va trouver, il y a une communication réseau, il y a un hop réseau. Ça veut dire que ça peut faillir, comme ça peut trouver une runtime, ça peut trouver une erreur network. Donc, il va se rendre là souvent en runtime. Puis ça, c'est sneaky parce que vous ne le verrez pas. Dans le code, vous ne le verrez pas. Quand tu compiles, tout marche, puis ça va. Fait à se souvenir, dès que vous avez un service, ça peut faillir. Et là, il faut que tu le rendes là. Et là, souvent, ça va finir par trackager des runtimes. Les runtimes, c'est comme vraiment sneaky parce qu'en plus, ça remonte. Puis là, tu sais, mettons, le user attire une UI, il fait un call. Mais votre call, il marche, il ping il a besoin d'une partie qui est dans un autre service. Fait qu'il fait un call dans votre service, puis le service trouve une runtime, puis vous ne l'amenez pas, paf, ça pète dans la face du user. Mais pas à cause de votre service, à cause de l'autre service, mais c'est que vous ne l'amenez pas de manière responsable. Ça, c'est super important. Les documentés, c'est plate d'écrire là-dedans. C'est vraiment poche. Okay? C'est vraiment poche. Tout le monde est ici, là-dedans. Fait que, moi, c'est Lynn qui l'écrit, mais non, c'est pas vrai. Ça m'a donné des idées. J'en ai écrit récemment, par exemple. Hein? J'en ai écrit récemment. Oui, t'en as écrit récemment. Ouais, t'en as écrit plus que moi récemment. Je sais que ça m'a demandé si vous êtes un service, vous allez écrire dans votre vie des services. Vous n'allez pas juste communiquer avec les services, vous allez écrire des services. Autrement dit, c'est que nous, mettons, on écrit une plateforme cloud, on est des services, mais quelqu'un peut nous appeler dans son code. Tu sais, le push API, quand vous pushez des documents, ben, le monde ne push pas des documents. Genre, j'avais tapé mon document à JSON dans l'UI pour le pusher. Mais non, c'est quelqu'un d'autre qui nous dit taper notre API par la cloud. La personne va vraiment vous remercier si vous avez documenté et je peux trouver ça dans telle circonstance. Et Amazon font ça quand même bien. Amazon, en fond, si j'appelle, mettons, S3 ou whatever, ben, il va
voici toute la liste d'exceptions que tu peux recevoir de la part. Puis ça, là, ça rend vraiment stupide. C'est vraiment plate à faire. Mais c'est quand même, c'est pas obligé d'être la Java doc. En Java, c'est self-documented avec les check exceptions. Vous le savez, quand vous avez la méthode. Puis, document possible exceptions, ce qu'il y a là-dedans aussi, c'est que vous pouvez dire, je trouve, mettons, 5 types d'exceptions. Je vais dire juste que je trouve exception. Ça, c'est pire. Ah, merci. Tu peux te trouver des exceptions. Écoute, merci de l'avoir dit, je n'avais pas pensé. Ça, c'est vraiment frustrant. Quand c'est une possible exception, c'est voici vraiment les types précis d'exceptions que je peux te lancer. Après ça, de la plan, moi, je trouve ça vraiment cool quand j'appelle un service. Là, je peux dire, OK, maintenant, ces trois-là, je m'en sers, je vais loguer parce que. Puis là, ces deux autres-là, OK, je vais faire de quoi plus important. Puis là, si vous faites le parenthèse, si vous allez sur GitHub pour chercher des catchs, mettons, vous allez chercher un commentaire, this should not happen. Des fois, c'est vraiment ça. Des fois, il n'y a rien à faire avec l'exception. Vous devez la cacher. Mais tu sais, mettons, je ne peux pas parler au service. Ah, ben, tu sais, ça ne va rien. C'est que je suis dépendant de ça. Moi, je vais retourner une exception graceful ou je vais juste loguer. Des fois, il n'y a rien à faire avec une exception, mais au moins de l'attraper, ça fait sa plante. Distinguish between client-side and server-side. Ça, c'est très important dans ce que vous faites. Vous, ce que vous allez trouver au client, en général, ce qui arrive pour le UI, nous autres, maintenant, le UI, il est vraiment client-side. Le UI va être entièrement JavaScript. C'est du marionnette, dans le code marionnette. Vous connaissez ça un peu. Fait que lui, il connaît aucun serveur, il parle en JSON, puis il reçoit du JSON là-dessus. Le UI, lui, il dit, quand moi je reçois un 500, je pète. C'est bien. Parce que si moi je renvoie un 500 ou un 500X au UI, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose, tu sais, ça dit server-side error. Ça veut dire que moi, je me suis explosé la vie. Il y a quelque chose qui est mal allé dans mon serveur. Un client-side, ça c'est genre, hey, t'as fait une mauvaise requête. Et t'as genre, tu sais, je sais pas, un service était disponible, pas le service était disponible, mais t'as fait une mauvaise requête, bad request, t'as une précondition qui n'est pas remplie, tu me passes des conneries en ce moment, des trucs genre. Mais ça fait que le UI aussi peut l'amener, ou la personne qui vous appelle l'handle resuite. C'est mon erreur, c'est pas le salaire qui est en train d'exploser. C'est souvent ce qui va arriver dans le UI. Nous, quand le UI cache un client-side, il va mettre un petit messagère dans une petite affaire, mais c'est en fonction de ce qu'on y envoie. Ça, c'est super important parce que le server-side, il n'est pas censé en avoir. Ça, il va en avoir tout le temps. Ça, là, c'est pas censé arriver. Le server-side. Ça veut dire que moi, j'ai fait de quoi mal de mon bord. Je ne suis pas censé avoir ça bien. Bon, ça arrive. Mais c'est pas censé arriver. C'est super important de différencier les deux. Puis en plus, en Java, c'est super simple. Vous faites deux classes, genre, mettons, service, genre server-side exception, client-side exception. Faites dériver vos exceptions de ça. Puis ça va un processeur. Nous autres, on a un genre de classe qui s'appelle REST exception processor, qui cache tout, puis qui genre, qui met le bon error code HTTP en fonction de ce que j'ai lancé. C'est vraiment simple à faire. Fait que, ça vaut la peine. Puis comme je disais, every unhandled server-side error is a bug. C'est pas genre, des fois ça va trouver ça parce que là, c'est un bout de code que j'ai pas pensé. C'est pas grave, ça va planter là. Non, c'est un bug, c'est ta faute, ta vie est en jeu. Mais ta paye est en jeu. À chaque fois que, mettons, votre serveur renvoie, si, mettons, il est vraiment mort, ben, vous allez renvoyer. Si votre serveur est down, ça va envoyer, mettons, des 503, ça là, c'est déjà là. C'est probablement un bug parce qu'il est mort, tu sais. Mais à chaque fois que vous renvoyez un 500, c'est un bug, c'est une faute de votre part. Vous avez fait. Parce que ça veut dire que ça va causer un impact au client. Lui, son live va planter quand même à plus vite pour l'uploader, puis ça va revenir. Et pendant un court instant, il y a eu un impact. Donc, nous autres, on est très agressifs là-dessus. On a. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Sentry ou Kibana? Personne? Bon, Kibana, c'est un. Est-ce qu'il y en a qui apprécient utiliser Kibana? Ah. C'est ça que je veux dire. Contre Sentry, dans le fond, toutes les erreurs serveurs sont loguées tout le temps. On a deux systèmes, parce qu'on en a un pour les logs, évidemment, un inclut l'autre. Mais Sentry, c'est juste les erreurs. Puis on voit tout le temps toutes les erreurs passer en continu. Puis à chaque fois qu'il y a une erreur qu'on voit qui a été lancée au client, ben on se log un Jira, parce qu'on utilise Jira. Fait qu'on se log un rôle instantanément. C'est une erreur, c'est pas censé arriver. J'ai mal handlé quelque chose. Puis des fois, ça va être justement une erreur, pas par ma faute. Parce que j'ai communiqué avec genre un autre service qui lui était down, qui lui me répondait pas ou t'augmentait, mais ça veut dire que moi je renvoie un 500. Ça c'est mal, j'ai pas caché l'exception en question.
Super important. Et justement, comme je disais, ensure to build possible runtime. Alors, il y en a tout le temps, des erreurs. Puis, c'est encore plus sneaky parce que nous autres, mettons comment ça marche. La plateforme cloud, c'est la plateforme cloud parle à Amazon. La plateforme cloud parle aux autres services. Donc là, on a plusieurs services, comme l'index service, la plateforme service, genre la source service. On parle des détails. Mais tu sais, le source, on va parler à l'index, puis on va parler, mettons, à telle affaire, mais tu sais, ça c'est des communications de service. Quand vous parlez, mettons, on met des morceaux, les morceaux qui sont en dessous, c'est des morceaux souvent C++ ou en C#. L'index en soi, c'est en C++. L'index, si je parle, là, c'est très très possible qu'il soit planté. C'est un gros problème, mais ça se peut. Qu'est-ce que je fais? C'est une autre exception là-dedans. C'est pas genre, surtout c'est en C++, il n'y a pas vraiment de check exception en C++. Ben, il y en a, mais ça prend vraiment genre 1000 pointeurs. J'aime pas ça. Handle exception, la clé. Ça, c'est vraiment super. Puis, justement, il y a moyen de s'en sortir vraiment en faisant pas des trucs dégueux. Avec surtout les lambda en Java, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez, mettons, faire une méthode qui fait l'handler l'exception. Vous savez que vous parlez toujours à un service. Vous pouvez faire une méthode qui reçoit, mettons, une action à passer sur un objet, un consumer ou une function ou quelque chose en paramètre, puis vous l'appelez, et vous avez toujours le même handling de l'exception. Vous le scopez à un seul endroit, versus toujours répéter le même handling. Ça amène un peu plus de. Il faut se questionner un peu, mais vous ne voulez pas non plus répéter le handling d'exception dans le code, parce que là, il suffit qu'il y ait une place où vous en oubliez une, puis là, c'est genre. Voilà. Make sense? Yeah. Avoir un plan, un fond de plan. Vous avez tu sais, puis ça, le bien, c'est qu'on le fait dans la vraie vie. Vous avez une date de vendredi soir, elle se pointe pas, vous avez un fond de plan. Non, mais c'est vraiment ça. C'est pas dans le code de la pas, tu sais. Je veux dire, ça, c'est drôle, c'est ça, on le fait dans la vie. Toujours avoir un plan B. Il y a quelque chose qui plante. Est-ce que c'est critique ou pas? Si c'est pas critique, c'est peut-être pas nécessaire. Mais là, votre date est critique. Fait que c'est votre vendredi soir, c'est super important. Fait que là, vous devez avoir un autre plan. Fait que tu sais, mettons, des fois, quand un exemple concret, c'est dans UA. Par exemple, UA, eux autres, ils mettent des événements dans Amazon Kinesis. Kinesis, qui est un genre de système de queue. Mettons, Kinesis, des fois, il est loadé et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, me semble, alternativement, c'est qu'ils le mettent dans S3. Donc là, Kinesis n'est pas disponible, mais S3 est des fois plus reliable que Kinesis. Ils le mettent dans S3. Fait que plus tard, ils peuvent le consommer plus tard. Tu sais, quand Kinesis va être revenu, ça va repartir, tout va repartir. Vous pouvez pas, mettons, des fois, mettons, il y a des trucs, c'est super important que, c'est ça, des fois, la BD, disons que c'est difficile à appeler, mais quand même, c'est super important que ça soit CV. Ça ne l'est pas, ok, je peux vous mettre ailleurs, temporairement. Tu sais, ça peut être en cache, c'est talent, parce que la cache, c'est ça, c'est une respiration. Fait que souvent, ça va être dans un genre de système comme S3. Vous pouvez mettre des fichiers ou des fichiers JSON temporaires qui représentent ça. Et aussi, focus on graceful degradation, ça c'est super important. C'est en train de mourir. Tu sais, parce que comme la période où c'est mort, il y a le je suis en train de crever. Ça serait vraiment le fun que quand, mettons, il y a un service où je suis en train de crever plus rare, mais le aussi simple que, justement, je fais une rotation. Je pars un nouveau service, je suis en train de fermer l'ancien. Ça serait vraiment le fun que, pendant ce temps-là, la personne qui tombe sur l'ancien, idéalement, il faut qu'on tombe dessus, mais ça ne fait pas genre. C'est comme tout qui shutdown dans la face, puis là, ça se met à péter partout. Quand vous shutdownez un service, par exemple, nous autres, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on utilise Eureka, qui est une des librairies open source très populaires de Netflix. Les services s'enregistrent là-dedans. Quand un service, mettons, s'apprête à mourir, il se désenregistre Eureka, attend un peu, mettons, 30 secondes avec la plateforme, les autres services sont une cache des services disponibles. Fait que lui, avant de se shutdowner, il va juste comme se désenregistrer. Les autres vont réfléchir leur cache. Puis là, on va se rendre compte, ah oui, ce service-là n'est plus là, donc je ne parlerai plus. Puis ensuite, il va commencer à shutdown. Comme ça, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui va se retrouver à punir ces services-là pendant qu'il est en train de fermer, puis qui est potentiellement dans un state un peu bizarre. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis si en plus, vous voyez que, je ne sais pas, on a eu des DDoS justement vendredi à cause des toasters. Si vous voyez, mettons que temporairement, vous avez un système qui justement répond pas. Puis là, vous avez un format plan, donc il shake là-dedans, et tout. Mais c'est, maintenant, ça limite, ça répond toujours pas, là, tu sais, genre, oh shit. Vous devez commencer à dire, des fois, ça va être plus, mais tu sais, dire, ah oui, tu regardes, c'est temporairement disponible, au travail, on va voler, versus juste dire, on va
jouer dans la face. Il y a comme moyen de mettre un genre de truc temporaire qui dit, OK, dans les pires cas, dire, regarde, on a un issue en ce moment, ou retourner l'exception genre, qui fait du sens, qui dit, on n'est pas disponible, versus juste comme tout shutdown. Ça, c'est dans les cas extrêmes. Voilà. Ah, ça, c'est mon préféré. OK, il y en a qui ont déjà fait Coroditz, aussi. Ouais, Coroditz. Je vais en parler à la fin. C'est un concours de programmation qu'on a à l'université. Pas l'université. Pour les gens de l'université, chez Coroditz. Ça le dit dans le nom. Nous autres, l'année passée, on a bien introduit le fait que les équipes Coméo pouvaient participer. Moi, je participais, évidemment, on m'a gagné. Et le joint. Non, mais au début, pour vrai, on a comme violenté les étudiants, on s'est fait rattraper vers la fin, c'est ça le pire. On s'est rendu compte qu'il y en a qui sont bons. Puis, ceci dit, un truc que nous, ce qui nous a permis d'être extrêmement rapide genre, en fait, au début, pour vrai, on faisait des points en 1 à 5. On faisait juste comme barrer tout le monde. C'est parce qu'à place d'être. C'est des équipes de 4. À place d'être 4 personnes à coder, on en avait 3 qui codaient. Puis un que tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était en train de setuper le processus de déploiement. Autrement dit, tout ce qu'il faisait, il s'arrangeait pour qu'on puisse toucher du code genre live, mettons en production. Tout le temps, mettons, fait qu'il montait genre, montait du serveur, le mercurial. Fait que ça faisait que pendant les compétitions, ben, à la place, ce qu'on faisait, c'est que là, mettons, on voyait telle personne a tel algo, on changeait le code live en touchant 2 runs, puis après ça, genre, on le ramassait. Parce qu'on était vraiment super easy à déployer. Puis si on avait fait une erreur, parce que c'est arrivé qu'on a fait des erreurs, ça quand même un peu. On a fait au moins une erreur. Ben, on pouvait la corriger en live. Et ça, c'est super important dans un contexte de production. Des fois, là, parce que, tu sais, nous autres, on a 3 environnements. On a le développement, QA, prod. Quand on code, tout le monde merge en dev. Là, évidemment, des fois, c'est la catastrophe parce que tout le monde merge en dev. Là, vendredi soir, c'est le merge fest, puis là, des fois, ça bloque mal. Ceci dit, on déploie ensuite en QA. Donc, en QA, le QA passe, tout le monde essaye, tout. Puis ensuite, on déploie en prod. Mais, l'affaire, c'est que l'environnement d'Amazon, tu sais, Amazon, tu as comme le concept d'environnement. L'account Amazon dev QA, c'est le même, puis l'account de prod, c'est un nom qui est évidemment beaucoup plus sécurisé, les accès sont sécurisés, il n'est pas tout à fait pareil. Il n'est pas 100% pareil. Au niveau des configurations, justement, il y a plus d'HTTPS, d'enabler, genre, tu sais, mettons, il y a des configurations qui sont un petit peu différentes. On y travaille, c'est un problème. Mais ça fait que des fois, quand tu déploies de contenu, évidemment, juste pour finir, il n'y a pas le même nom en prod, vraiment. T'sais, en prod, ça bouge pas mal plus. On peut bien essayer le plus possible de simuler un QA. C'est pas tout à fait la même chose qu'en même temps prod. Fait que des fois, ça va arriver qu'on déploie de quoi qui scale. On déploie, on a déployé de quoi qui a un bug, ou qui, justement, qu'on se rend compte, oh shit, ça s'en plante. C'est très rare, mais ça peut arriver. Faire une erreur, c'est tout. Et dans ce temps-là, ce que vous êtes content d'avoir, c'est de quoi qui déploie évidemment facilement. Ça, là, c'est super. Vous devez, c'est comme, si vous vous rendez compte, si vous avez un bon système de logging, vous vous rendez compte, shit, c'est en train genre de péter ou il y a des erreurs. Et tout de suite, je fais un petit fixe là, genre, je déploie le go, on pousse du code, c'est fini, c'est réglé. Et ça prend justement le processus de déploiement quand donc, tu sais, en Java, c'est pas super compliqué. Tu sais, en fait, c'est pas censé être compliqué. Genre, tu fais du code, tu l'approuves, les gens font le review, push, tu pousses, ça se déploie, tu sais, tout de suite. Puis nous autres, dès qu'on déploie, dans le fond, ça se forme des nouvelles machines. Donc, les nouvelles machines boot, les anciennes se ferment, puis that's it. Fait que tout ce qui est à faire, c'est tu déploies du code, nouvelle machine va booter, tu swaps le trafic, tu fermes. That's it. Puis là, oui, il y a eu un impact mitigé. Rapidement, on s'en est rendu compte. Intégration continue. Comme je dis, en dev, c'est rendu des fois, c'est une caricature. À chaque fois que quelqu'un pousse sa déploie, il y a une nouvelle machine en dev. C'est tout le temps, tu sais, il y a beaucoup de monde qui code dans la plateforme cloud, fait que c'est tout le temps en train de retarder, genre tout le temps. D'un, ça teste beaucoup le fait, est-ce que ça survit au fait que tu as des services qui font juste comme booter, fermer, booter, fermer, booter, fermer. Mais ça fait aussi que dès que quelqu'un cause de quoi, tu le sais tout de suite. Tu le sais tout de suite, ça intègre tout le temps. Fait que, c'est arrivé à certaines personnes cette semaine, en mergeant des trucs, qui ont fait des null pointers. Là, j'ai le Slack, là, tout de suite, c'est genre, ah, c'est avec des null pointers, genre. Bon, c'est un peu plus connu que ça, mais c'est genre. Mais c'est d'où viennent ces null pointers qui me tracassent?
Ceci dit, ben là, c'est ça. Bon, personne n'avait mergé un truc en question. Fait que là, l'avantage, c'est que la personne en question a pu le corriger tout de suite et repoucher. Et dès que le fixe est approuvé, ça a été poussé, ça a retapé, puis c'était fini. C'est sûr que c'est un environnement de dev, mais en prod, on veut la même chose, puis c'est encore plus critique. Et, qui dit déploiement, le processus de déploiement rapide, c'est que si vous avez un département de QA dans votre business, maintenant il y a un département de QA, c'est pour approuver un fixe, il faut que le département de QA passe dessus. Mais ça veut dire rapidement, c'est pas juste qu'il faut qu'il passe dessus, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse une suite de régression. Parce que là, c'est comme, ok, oui, tu déploies un fixe, mais tu sais, le département de QA, il n'y a aucune idée là, du code, il est où, puis quoi. Là. Fait que là, il faut qu'il fasse des tests, puis là, genre, c'est long, là, pendant ce temps-là, ça prend pas. Là, il y a comme, ok, je vais essayer ça, puis là, tu sais, ça tu planté ça, tu planté ça, puis là, tu sais, c'est long. C'est très long. Si vous avez une suite de tests fonctionnels qui vont être tout le temps, vous pouvez juste rouler une batch de tests, puis dire, genre, des tests fonctionnels, c'est l'environnement complet. Vous bootez un nouveau service, vous ne mettez pas de l'autre dessus. Nous autres, on a une façon de targeter le service, dans le fond, même s'il n'y a pas de l'autre dessus. Fait que c'est un header HTTP que tu passes. Fait que vous bootez, vous voulez les tests fonctionnels en disant, target dans le nouveau là, qu'il n'y a pas de l'autre. Si vous voulez pas de suite de tests, puis là, c'est all green, tu dis, ok, c'est bon, on soit. C'est automatisé, rien à faire, pas besoin de personne pour faire ça. Puis c'est ultra rapide et finalement, les tests, c'est assez rapide. Fait que ça, c'est con, mais ça nous facilite vraiment la vie. Puis de plus en plus, nous, chez Codeo, les tests fonctionnels, c'est la responsabilité du développement. C'est pas genre quelqu'un d'autre qui écrit genre des tests. Nous, on a le département de QA, mais tu sais, c'est le gars là, qui écrit. Ta feature n'est pas complète si tu n'as pas tes tests fonctionnels que je peux juste rouler puis valider si elle marche. Oui? Tu parles de fixe en prod, avec quand même une stratégie de rollback. Oui, exact. Parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que, mettons, tu fais un fixe en prod, c'est que tu as une version de service. Tu sais, dans le fond, ça vaut une version de service. Ce que tu peux faire, c'est juste, moi, je déploie, mettons, telle version. Si jamais tu vois, c'est shit, là, tu sais, ça va planter, mais tu vas juste en booter un autre avec la version précédente. Ça, c'est comme worst case. Tu sais, best case, dans le fond, tu testes, tu peux faire du A/B testing sur ton nouveau service qui est booté. Tu te rends compte que ça ne marche pas, tu remets le trafic sur l'ancien, puis tu fermes. C'est excellent d'être bien. Ouais. Tu t'avais mis une slide. C'est pas de pas ça. C'est pas plat. Routing et A/B testing. A/B testing, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le concept d'A/B testing? Je vais expliquer pareil. A/B testing, c'est facile, c'est de dire j'ai deux services, deux versions de service, une nouvelle et une ancienne. Tu sais, je ne suis pas obligé. Ce qui est le fun, c'est que j'ai 100% de trafic load. Le routing, c'est comme, je peux dire, je ne suis pas obligé de dire, je vais mettre ça sur lui ou ça sur lui, mais c'est mes deux seules options dans la vie. Ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on appelle du blue-green deployment. Vous allez déployer un nouveau service. Puis vous allez mettre, maintenant 5% de trafic là. Donc là, vous avez une nouvelle version qui a juste 5%. Puis vous monitorez, dans le fond, les erreurs ou les requêtes qui passent sur ce service. Vous autres, dans le fond, tout le logging qui passe dans la plateforme, tu as la version du service, puis qu'est-ce qui a été targeté. Fait que tu sais tout de suite, ok, c'est quelle instance qui a répondu à tel requête. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu dis, alright, ok, voici le comportement. Tu peux checker les logs de ce nouveau service-là, puis dire, ok, il répond comme ça, puis lui répondait comme ça. Y a-tu des problèmes, y a-tu des erreurs, ça marche-tu? Oui. Après ça, tu peux comme tranquillement comme, augmenter l'autre ce service-là. Tu te dis, genre, ok, mettons, mets-en 50%. Puis là, tu te rends compte, ah oui, tu sais, soudainement, la moyenne, mettons, la moyenne de temps d'exécution de mes queries est pas mal plus longue. Ah, il est peut-être d'accord, il va swapper. Tu peux remettre, genre, tu remets l'autre sur l'ancien. Sinon, tu dis, ah, c'est bon, ok, on déploie. Genre, tout le monde a 100%. Puis c'est comme ça que les grosses compagnies font, en fait, parce que, mettons, je sais pas, moi, Pokémon Go. Lui, c'était un malade, puis j'en ai joué encore. Mais, ceci dit, Pokémon Go, ça s'est arrivé, tu sais, ils déploient, mettons, des fiches, ils vont essayer de déployer des affaires. Puis eux autres, c'est pas nécessairement juste pour que ce soit time ou pas, mais juste pour, mettons, essayer une nouvelle feature. Ils déployaient certaines nouvelles features dans certaines régions du monde. Avec le monde leur recevait l'update, mais d'autres en ont pas. C'est juste une façon de faire de l'A/B testing aussi. Ils disent, genre, hey, cette nouvelle feature-là fonctionne-tu bien sur un small subset de users? Ok, oui, ça répond, on n'a pas d'erreur dans le serveur, tout va bien, ok, on déploie à large. Puis ça fait aussi, vous vous rendez compte si la feature est utilisée ou pas. Parce que vous déployez une feature, personne s'en sort. Fait que nous, dans le fond, comment ça marche pour le routing et le testing? Exemple concret, c'est qu'on justement on a Eureka, puis on a modifié un petit peu, on a fait comme notre propre extension d'Eureka pour justement dire, je peux mettre, c'est fait un UI incroyable.
Les doigts, par exemple, en passant de VK est fait par FTL, c'est quand même du free marker, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Restez dans le nuance. Parfait. Il a dû modifier ça, il y a eu quelques sacs, on a modifié ça, il y a eu quelques sacs au travers, mais ça se dit, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en ce moment, tu déploies un nouveau service, il apparaît là-dedans, tu vas juste dire, OK, ouais, mets tel pourcentage là-dessus, et ça se fait tout ça. Là, tous les services, dans le fond, à chaque 30 secondes, on refresh leur cache, puis soudainement, ils se rendent compte, ah oui, il y a tant de load sur ce service-là. Après ça, c'est un algo très très complexe de genre, j'ai une requête à envoyer et je vais faire fois le pourcentage de load possible, puis genre, coup de dé, puis là, ça sort ça. C'est quand même cool. Et je l'aurais dit, Docker Exchange. Si vous déployez quelque chose, il y a deux versions de service qui vivent en même temps, mais pas juste au niveau. Tu sais, ça, c'est super sneaky, parce que c'est pas juste au niveau de la BLV. C'est au niveau du fait qu'un service a besoin d'un cadre d'un autre service. Probablement, il y a un tweet qui est genre commun, qui est très drôle, qu'on voit souvent, qui est si vos microservices ont besoin d'ordre, vous avez besoin de les déployer en ordre, sévez-vous genre de la job, puis revenez un monolithe, puis on s'en sac de vos microservices. Fait que ça, c'est vrai. Ceci dit, ça veut dire que vous avez déployé un service qui a besoin d'un cadre d'un nouveau service pour vivre. Il y en a besoin, c'est pas un cadre qui n'est pas utilisé, un cadre qui va être utilisé. C'est pas juste genre je casse le cadre, c'est je rajoute un cadre que l'autre utilise tout de suite. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Si vous déployez lui avant lui, vous allez créer un ampère. Parce que lui va se mettre à utiliser le cadre que lui, mais c'est juste les anciennes versions de lui qui roulent. Fait que ça veut dire que lui va peser dans le vide, puis là, ça va vous tourner 404, puis là, ça va sauter. Par contre, vous pouvez dire, OK, je vais déployer lui, puis après ça, je vais déployer lui. Mais mettons que vous dites, je vais déployer lui, et ça ne marche pas, parce que, mettons, vous avez un erreur, tout, vous êtes obligé de rollbacker. Vous venez d'impacter le déploiement de lui. Fait que là, genre, vous devez comme rollbacker tout votre plus en bas. Puis là, après ça, vous devez expliquer ça à lui. Je vais me prendre un peu. Fait que. Mais ça, c'est super important. Fait que ça, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez. Il faut vraiment penser à ces affaires. Ça veut dire que, OK, je vais faire une nouvelle feature en lui, je vais le déployer. Tout va bien aller. Il y a personne qui s'en sert, mais il est là. Puis ensuite, je vais faire la feature dans lui, qui va utiliser lui, je vais déployer lui, puis tout va marcher comme ça. Mais il faut le faire en deux reprises. Puis là, en plus, ça revient à ce que j'ai dit au début. Si vous ne voulez pas que ça prenne comme 2 ans, ben, si vous déployez rapidement, si vous déployez rapidement, mais ça ne sera pas long, là, ce genre de truc comparé à l'autre. Si vous déployez genre à chaque 4 mois, le code temporaire, vous allez le traîner longtemps. Fait que le plus c'est facile, le plus c'est rapide à faire. Je ne sais pas si vous saviez, nous autres, on a commencé à accélérer, puis le plus, c'est que c'est encore, on déploie aux 3 semaines. C'est quand même long. Mais on a une stack très complexe. Ceci dit, par exemple, du monde comme GitHub, il déploie à peu près 500 fois par jour. Tout service confondu, fait que des fois, c'est peut-être juste genre une fixe de CSS. Puis après ça, il leur fixe parce que c'est du CSS. Ceci dit, des fois, en fait, c'est insane. Il faut vraiment pas que tu brises de quoi. L'avantage, c'est que le rollback est très facile. Make sense? Ça, pour vrai, là, le déploiement, là, si jamais vous voulez. Disons que c'est un sujet qui quand est exploré encore plus, il n'y a pas de stratégie de déploiement parfaite encore. Fait que si jamais vous voulez pousser là-dedans, ça dans vos études, c'est super intéressant, c'est vraiment genre touché. OK. La sync versus le sync. On parle de la sync pour asynchrone. Plus c'est asynchrone, plus ça scale facilement. Parce que quand on dit asynchrone, ça veut dire, si, mettons, je fais on a nous autres un problème en ce moment, c'est un mauvais design, ça arrive, qui est que si je fais un corps à un service, ça fait un corps à un service, qui fait un corps à un service, qui fait un corps à un autre service, c'est comme 4 services de fallback. Hey, c'est facile là, de dire, il y en a un des 3 qui répondra, il y en a un des 4 qui répondra pas. Ou si je save des données, ben ça save des données, genre dans ça, ça. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des 3 qui saute? C'est surtout au niveau des postes, au niveau des. Quand je save des données. Si ça save dans 3 services différents en même temps, il y en a un qui saute. Les deux, mettons, c'est le 3e. Les 2 premiers, ils ont sauvé les stocks. Ils ont sauvé. Fait que là, vous vous retrouvez dans quel state vous êtes en ce moment? C'est comme une organisation client à moitié créée. Fait que ça arrive, là, tu sais, mettons, créer une organisation, c'est bien, ça crée des entrées dans tous les services. Ben là, c'est comme, hey, j'ai une organisation, mais elle n'a pas de licence. Bon, ben j'ai une organisation, mais je ne peux pas y accéder. C'est comme talent.
Fait que j'ai une organisation avec tout là, mais elle n'a pas d'index. Fait que le gars, il approvisionne, puis ça fait rien. Parce que, c'est pas talent, c'est un peu talent quand ta compagnie, c'est censé être du surge dans un index, c'est pas mal. C'est comme talent. Par contre, quand on parle de la synchrone, c'est que là, mettons, vous dites, OK, moi je save, genre, je sais que quand je vais créer une organisation, ça va saver l'entrée à une place. Ça veut juste dire, je demande d'organisation. Point. Ça c'est fini, le corps revient. L'organisation, ça fait juste saver là. En arrière, vous avez soit une cron ou un truc de genre qui passe, fait juste des trucs à créer. Puis là, genre qui fait juste comme compiler tout le reste. Ça, c'est la synchrone. Mais ce que ça fait, c'est après ça, ce truc-là peut amener les erreurs. Peut dire, OK, mais ça va, je vais réessayer, je vais faire des trials, je vais réessayer. Et ça veut dire que vous garantissez, tu sais, le corps revient tout de suite. Puis tu sais, mettons, UI, c'est exactement ça qu'ils font. On n'appelle pas, mettons, Usage Analytics chez Coveo, c'est un autre service complètement à part. On n'appelle pas UI à chaque fois qu'on crée une ordre. Ça serait bien trop. Qu'est-ce qui se passe si un mois sont en train de déployer? C'est genre, ça. C'est une organisation. Usage Analytics, mettons, ils passent aux minutes. Là, ils payent la plateforme et ils disent, t'as-tu des nouvelles ordres? Puis là, la plateforme dit, oui, j'ai des nouvelles ordres. Là, fait, puis là, elle crée les entrées, mettons, pour Usage Analytics. Puis c'est comme, tu sais, ça prend une minute. Mais, ça réduit le nombre de problèmes possibles, c'est genre incroyable, parce que tout se fait genre, de manière assez simple. Un exemple simple. Un exemple de la vraie vie que j'ai codé genre, la semaine passée, parce que c'est le fun, c'est quand on est lead, des fois on n'a pas beaucoup de temps pour coder, mais des fois on trouve du temps. Puis, c'est la création d'index. En fait, la copie d'index. Chez Coveo, tu peux prendre un index, puis dire, hey, je vais en faire une copie. Je veux faire une copie à côté. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une nouvelle machine avec un index dessus. Puis ensuite, un deuxième step qui synchronise les index ensemble. Tu dis, prends les fichiers de 1, on prend les données de 1, puis save-les dans l'autre. Parce que ton nouveau index, il vaut qu'il est vide. Puis après ça, ça le met, ça le copie, puis ça le met exactement pareil au premier. Avant, ça, la manière, on avait fait quand même pour que ça marche, mais c'était pas idéal. Parce que c'est dans une thread asynchrone. Évidemment, c'était asynchrone, mais dans une thread. Et dans un exécuteur en Java. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, OK, tu synchronises ton index. Tu fais un corps à l'indexeur, tu dis synchronise-toi. Puis ça, c'est long. Ça, c'est long à synchroniser un index. L'index, que j'en ai des millions de données, c'est vraiment long. Ce corps-là est long. Qu'est-ce qui se passe si je shut down la plateforme qui est en train d'exécuter la thread? Qu'est-ce qui se passe si je la tue en je fais une rotation là-dessus? Là? Ben, la prof thread qui est en train de s'exécuter terminée. Fait que là, c'est fini. Puis, en plus, c'est que l'index, synchroniser un index est fait de deux morceaux en dessous. Il y a un index et une security cache qui contient les informations de la sécurité. Les deux corps sont faits en après l'autre. Si je tue la plateforme en plein milieu, la synchronisation de cette cache ne sera jamais faite. Parce que là, l'indexeur, il va finir de synchroniser en dessous, puis il y a quelque chose qui monitore le statut, puis il va dire, OK, ils sont synchronisés. Il n'y a rien qui va dire, t'étais rendu là, il faudrait que tu synchronises ta security cache, ça n'arrivera jamais. Fait que tu perds le state, puis là, t'es comme, moi, j'ai un index, il est là. Il est beau. Il répond beaucoup et mais j'ai un index. Fait que qu'est-ce qu'on a fait à la place? C'est que lors de synchronisation d'index, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, OK, on sait une entrée dans le milieu. Ça dit, j'ai une tâche à faire, j'ai une tâche de synchronisation d'index à faire. Point. Ça revient dessus. Il y a une cron qui passe en arrière, qui dit, hey, donne-moi des tâches. Puis là, elle dit, oh, une tâche de synchronisation. Alright, je pars une synchronisation. À chaque fois, dans le fond, il y a comme un step pour la partie, puis un step pour le monitoring. Dans le monitoring, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ah, t'es rendu, ok, t'es encore en train de synchroniser, je fais rien. Oh, t'as fini, alright, on va faire le step suivant. Et ça fait que si je tue ma plateforme en plein milieu, la cron job, elle va se révéler au bout de la plateforme. Elle va dire, ok, j'avais une tâche qui était en train de runner, je vais demander à l'index, hey, t'es rendu où? Hey, je suis encore en train de synchroniser, alright, tout continue, comme si rien n'était, même si je fais juste comme shutdowner des services en plein milieu. Ça, c'est un exemple pour vrai, mais ça fait que justement, tu peux traquer le processus de ce qui se passe, puis tu n'es pas dépendant d'un corps qui peut potentiellement. C'est encore un cas de revue. Fait que c'est pas merge. Fait que j'espère que c'est pas trop de la merde. Mais peut-être que genre, je vais refaire ces slides-là, si je les faisais la semaine prochaine, ça serait comme finalement, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est un moment awkward. C'est ça fait du sens? Cool! TLDR. I have is hard.
c'est pas impossible, mais c'est tough. Fait que, c'est ça, non, ça serait impossible, c'est vraiment. Est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais c'est impossible. Mais tous ces trucs-là, c'est ça, c'est des beaux principes, c'est vraiment beau. Dans la vraie vie, tu sais, moi je dis toujours, il y a des gars, nous autres, on a des chiffres de maintenance en production du cloud. Quand tu codes, puis tu dis, ah oui, ça marche, puis là, je l'essaie dans mon setup local, ça marche pas bien. Tu sais, j'en donne des exceptions un peu. Après ça, tu fais 2 semaines en production, tu vois vraiment des erreurs qui arrivent live, puis après, ça 2 semaines, tu surveilles, puis t'es comme. Tu crées 18 stories d'affaires à améliorer, genre. C'est là que tu apprends vraiment à dire, OK, ça peut vraiment péter partout. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous jure que, tu sais, le cloud fait aussi que tu offres un service 24/7. Genre, je pourrais me faire appeler en ce moment parce que quelque chose brise, puis il faudrait que je vous laisse. C'est vraiment triste. Mais, tu sais, il faudrait que je vous laisse tomber. Désolé, il faut que j'aille fixer ça là. C'est pas comme le gars a installé son serveur chez eux, puis genre, ça roule, puis c'est pas grave, tu sais, il y a des cas de support, puis ça va. Non, c'est moi qui m'en ai responsable. Puis ça, c'est nouveau avec le cloud. Fait c'est comme un contre c'est bon.